ici, on parle du génocide. On parle du Rwanda et en complicité avec la communauté internationale qui tue les gens au Congo. Ce sont des massacres. Et jusqu'aujourd'hui, on refuse de reconnaître notre génocide, alors qu'eux, ils sont morts 800 000, on l'a reconnu. Donc, ça nous demande de s'organiser, d'avoir un soubassement. Nous n'avons pas de soubassement. Voici le soubassement que Claude Malouma a donné aux Congolais pour défendre leurs intérêts. Bon, quand Joseph Kabila dit que les revendications du M23 sont miennes, vous voulez qu'on fasse un dessin? Parlez un peu de Nanga. Nanga, est-ce que Nanga peut se poser la question où sont partis Wamba Diawamba, Ngandou Dissese? Imaginez quand ils sont venus à l'AFDEL, toutes les personnes qui accompagnaient l'AFDEL, des Congolais de père et de mère sont morts. Sont tous morts, sauf les rwandophones. Ils sont tous vivants. Les Tutsis, je veux dire. Vous pensez que la vie de Nanga est en danger? Mais Nanga, ils vont les tuer. Parlons de la balkanisation. Aujourd'hui, on doit se dire que le Congo est balkanisé. Le gouvernement central n'a pas le contrôle de toute la République. Il y a une partie qui est dirigée par le M23. Est-ce qu'on doit confirmer aujourd'hui que le pays est déjà balkanisé? Non, le pays n'est pas encore balkanisé. Le pays est entier. Tout simplement, nous avons une occupation rwandaise et internationale à une partie du pays. Il faut le dire comme ça. Bienvenue sur ce nouveau numéro de Et si on parlait. Aujourd'hui, nous recevons M. Claude Malouma. Vous savez, depuis un moment, il se fait parler de lui à Montréal suite au vernissage qu'il a lancé dernièrement à Ottawa. Aujourd'hui, il est notre invité. M. Claude, bonjour. Bonjour. Pour une première fois sur le plateau d'Afro-Canada Télévision, vos impressions? Je suis content qu'au Canada, à Montréal, où j'ai vécu, voir que il y a des gens qui s'organisent, vous êtes bien organisés, je vois le studio, j'apprécie. Voilà pourquoi je suis là, pour essayer de communiquer par rapport à ces livres dont vous venez de parler, et que nous sommes dans un environnement qui fait la fierté des Congolais, surtout que je suis aussi le président de la Chambre de commerce, Investissement Congo d'abord, et je suis content de voir qu'il y a des Congolais de la diaspora qui travaillent convenablement dans des conditions où ça fait la fierté, c'est le Congo qui gagne. Merci beaucoup, M. Claude, c'est le Congo qui gagne. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, pour les gens qui vous voient pour la première fois, ou pour ceux qui vous connaissent, qui vous ont vu, mais qui ne savent pas qui est réellement M. Claude, est-ce que vous pouvez vous décliner devant ces gens-là? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Monsieur Claude Malouma, c'est un Congolais comme vous. C'est un Congolais qui a vécu, qui a grandi, qui est né au Congo, qui a grandi au Congo, qui a commencé ses premiers pas au Congo, ses études au Congo. Et les études universitaires, je fais ici à Montréal. Et j'ai commencé en France, mais j'ai terminé ici à Montréal, au HEC. Et puis, j'ai commencé les affaires, le business, quand j'avais terminé mes secondaires à Kinshasa, à l'ITC qui s'entoure. Et puis, au Congo, j'avais commencé à faire un peu de diamants avec mes vieux Didi Kinouani. Ah bon, oui, je fais les diamants. J'étais jeune. C'est là où j'ai reçu vraiment les disciplines de vie. Je fais l'Angola, je fais les diamants. Après avoir fait les diamants, à un moment donné, quand les diamants étaient vraiment à son apogée, j'ai laissé tomber parce que je voulais continuer mes études. Je suis arrivé à Bruxelles, à Paris, et puis j'ai atterri à Montréal où j'ai terminé au HEC. Et puis j'ai continué mes affaires. J'étais ici, j'étais le premier Congolais à faire l'import-export ici à Montréal. Ah bon? Oui, des conteneurs. Je faisais venir des conteneurs ici, j'ai envoyé en Afrique. Je suis parmi les percusseurs de Montréal qui ont commencé les affaires sur Kinshasa. Et vers l'an 2006, 2008, j'ai décidé de retourner définitivement à Kinshasa, où j'évolue, parce que mon entreprise qui était là depuis 1993, Groupe Malouma. Depuis 1993? Depuis 1993, j'ai l'entreprise, je suis propriétaire du Groupe Malouma depuis 1993. Wow. Et l'entreprise continue jusqu'à aujourd'hui. J'ai aussi, ça c'est dans l'import-export, et puis dans l'immobilier à Kinshasa.
Nous sommes au centre-ville, nous sommes à Limité, nous sommes un peu partout, en Tsélé, partout, nous sommes dans l'immobilier. Et je suis aussi propriétaire de l'entreprise Detect International. C'est l'entreprise qui est spécialisée dans la protection des incendies, c'est-à-dire nous vendons des extincteurs et des détecteurs de fumée à Kinshasa. Et puis, je suis président de la Chambre de commerce Investissement Congo d'abord, c'est-à-dire nous avons constaté que le pouvoir économique congolais, l'économie est dirigée en totalité par les étrangers. Ça, c'est vrai. Et que les organisations qui sont là pour protéger l'intérêt du Congo commençaient à travailler que pour les Indiens et les Libanais, chose qui n'est pas mal qu'on ait des expatriés qui viennent chez nous, mais enfreindre même la loi, par exemple la loi où on parle du commerce en détail appartient aux Congolais, n'est plus respecté, où les marchés publics de l'État, 90% c'est des prête-noms, des Libanais, des Indiens qui ravient tout, alors qu'ailleurs, il y a ce qu'on appelle le protectionnisme, c'est-à-dire protectionnisme physique, intelligent. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple en France. Par exemple, pour créer une entreprise, rien que de gardiennage, il faut être citoyen français. Okay. Dans d'autres pays... C'est réservé aux nationaux. Dans d'autres pays, vous ne pouvez même pas devenir propriétaire. Par exemple, dans d'autres pays comme en Turquie, je lis, ou en Chine, vous ne pouvez pas devenir propriétaire à perpétuité d'un bien immobilier. Et nous, aujourd'hui, j'ai mené un combat dernièrement où j'étais peiné chez moi au Bandundu. J'ai vu que les gens se sont permis, un ancien gouverneur de Bandundu, M. Uchundala, avec certains députés, dans leurs aventures qu'ils font pour le Congo, ils ont vendu 49 000 hectares de terres. Pas 49 hectares. 49 000 hectares, plus grand que le Rwanda qui a 23 000. Plus grand que le pays là où, comment ça s'appelle, l'Afrique de l'Ouest, il y a plusieurs pays qui ont 13 000 hectares et tout, mais ils ont vendu 49 000 hectares. Ils ont vendu ça, si vous voulez, je vais vous donner l'extrait, vous allez mettre 49 000 hectares de terres, et c'est comme ça, je me suis rendu compte, les Soudans du Sud, ça commençait comme ça. Il y a un Américain qui a acheté un grand lopin de terre, et puis quand on a voulu récupérer, il a commencé à vendre. Les Liban lui-même n'est pas 49 000 hectares, mais ils ont vendu ça à 39 000 $. Et j'ai mené des actions, j'étais pas seul, j'étais avec le général Mounene, j'étais avec l'honorable Koulungu, j'étais avec maman Micheline, on était avec notre jeune frère Hugues Tanfou. Nous avons mené ces combats auprès du ministre des Affaires foncières de l'époque, ministre d'État, Mme Makassia, qui a été réceptif en tant que Congolaise. Elle nous a accompagnés, les titres ont été annulés. Et vous avez récupéré les terres? Oui, pour le Congo, hein, parce que quand nous avons étudié, nous avons vu que depuis 1982, il y avait des études qui montraient que c'est la meilleure terre en Afrique où on peut faire où détenir des saccharoses, donc on peut faire une sucrerie. Mais malheureusement, des individus se sont réveillés, un gouverneur, alors que la loi même dit que le gouverneur ne peut même pas vendre plus de 200 hectares. Le président de la République ne peut pas vendre au-delà de 2000 hectares. Au-delà de 2000 hectares, c'est l'Assemblée nationale. Mais un gouverneur s'est permis, avec des individus, des députés qui étaient des députés provinciaux, des députés nationaux, comme ils sont du Quil, ils se sont arrangés et ils ont vendu ça au Congo Futur et ils ont même combattu jusqu'au Conseil des ministres pour que l'annulation n'y soit pas. Vous imaginez donc dans quel état nous trouvons notre pays? C'est ça mon combat que je mène, que je demande avec beaucoup de Congolais de nous joindre dans ça parce que seul on ne peut rien. Et la conscience congolaise doit être réveillée parce que c'est ce qui se passe à l'Est, c'est ce que j'ai écrit dans le livre. À l'Est, on veut nous accaparer de tout. Et c'est ça. Et on commence à nous prendre de tout déjà en profondeur, même à l'Ouest. Il n'y avait pas que ça. Je devais découvrir qu'au Bandundu, du côté de Boulungu maintenant, il y avait 27 000 hectares de vendus. Donc au Bas-Congo, n'en parlons pas. À l'Équateur, n'en parlons pas. Donc le Congo est en train d'être vendu morceau par morceau. Alors, et j'en interpelle en conscience. Ça, c'est votre combat, c'est même l'objet de votre présence ici. Nous allons parler du livre que vous avez récemment dédié à la population congolaise et à l'international, qu'on a participé au vernissage, qui s'appelle Génocide au Congo pour le confort. D'abord, le mot pour le confort, pourquoi l'avoir jeté à génocide au Congo? En fait, d'abord, je vais dire quelque chose. Je suis en train de faire tourner des sensibilisations.
En même temps, vous pouvez appeler ça vernissage, parce que ça n'a pas été fait ici. Mais pour moi, ce sont des tournées que je fais pour la sensibilisation de la diaspora et de la communauté internationale par rapport à ce que nous vivons au Congo. Si vous voyez, nous parlons de 15 millions d'habitants qui sont exterminés, c'est-à-dire nous sommes en train de parler de la population de tout un pays comme Congo-Brazzaville, ajouter les Gabon, ajouter le Centrafrique, ajouter le Cameroun et le Tchad. C'est pas toujours arrivé 15 millions. 5 pays. 5 pays africains, rassemblés tous, c'est pas 15 millions. C'est comme si on tuait toute la population de Paris. Et les gens sont insensibles, et les Congolais dansent, ils sont inconscients. Et voilà, moi, en tant que Congolais, j'ai vu, j'ai étudié, j'ai réfléchi, j'ai dit comment, et puis nous sommes arrivés à un niveau où il y avait des autorités jusqu'à aujourd'hui qui travaillent pour le Rwanda, que tu es à Kinshasa, en écrivant les livres, il y a des gens qui me disaient, mais Claude, tu écris ça, mais ici, même à Kinshasa, il y a des ministres, il y a des gens qui travaillent pour... Il y a des militaires et tout le monde qui travaille pour le Rwanda. On risque de vous faire du mal dans votre... Moi, j'ai dit, mais si nous commençons à avoir peur de ces gens jusqu'à ce point, c'est qu'il y a un problème. C'est ça qui m'a poussé vraiment d'écrire le livre, Les génocides au Congo pour votre confort. En fait, pourquoi je vous demandais pourquoi le confort? C'est-à-dire, dans mes recherches, en travaillant, les gens sont plus dans la théorie. Moi, je suis allé en pratique. J'ai découvert que beaucoup de multinationaux, internationaux, qui travaillent pour piller le Congo en complicité avec l'élite congolaise. Parce que je dis ça, je ne dis pas seulement les multinationales, les étrangers. Je dis que l'élite congolaise aussi a trahi son peuple depuis 1960. L'élite congolaise, dans M23, ils sont là. Dans CNDP, ils étaient là. Dans RCD, ils étaient là. Donc les gens se sont arrogés le droit de s'associer avec ces bandes de criminels, dont moi j'appelle leur chef Kagame, Hitler d'Afrique, pour essayer de piller le Congo en tuant les gens. Le sexe est devenu l'arme de la guerre. On viole même les enfants de 2 ans, de 6 mois, d'une année. On peut captiver les gens, on peut les tuer, on peut faire ce qu'on veut sous l'impunité internationale. Alors c'est pour cela que j'ai dit, quand j'ai découvert que les choses étaient parties des démocrates, des parrains, de Bill Clinton, de Madeleine Albright, de l'Angleterre, de tous ces pays-là, dont les drapeaux sont là, il y a des autorités qui sont complices. Alors dans mon esprit, je me suis dit que nous ne pouvons pas accepter de mourir comme des moutons. Nous ne pouvons pas accepter tous d'être ignorants, abrutis, et nous vivons avec des gens qui sont des ministres, qui sont des généraux, qui sont des députés, qui sont des sénateurs, mais qui travaillent pour le Rwanda, au Congo. C'est pas seulement le M23. Hein. Oui, donc ça m'a révolté tellement. Je me suis dit, bah, écoutez, la meilleure façon de faire quelque chose, c'est de sensibiliser. Dans mon entendement, il est important que les politiques, en Occident comme ailleurs, peuvent faire quelque chose. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais quand l'opinion le sait, la grande majorité, là, ça change des donnes. Donc vous pensez, selon vous, que l'opinion n'était pas encore informée, il fallait non, l'opinion occidentale, vous vivez ici. Ouais. L'opinion ne sait pas. L'opinion voit seulement l'information qu'on leur donne à la télévision. L'opinion ne sait pas que tel politicien, telle entreprise, telle multinationale est en train de tuer, participer à la tuerie au Congo. Vous avez vu l'opinion, le Rwanda, jusqu'à souper. C'est là où j'ai dit merci à madame la ministre des Affaires étrangères. Là où j'ai dit merci au combat qu'ils ont amené avec le président Félix pour faire reconnaître que Kagame, c'est un criminel. Le Rwanda, ce sont des complices par qui beaucoup des étrangers passent pour tuer les Congolais. Parce qu'il était impossible, même inimaginable, qu'aux Nations Unies, qu'on puisse tenir même une réunion de conseil de sécurité contre le Rwanda. En France, c'est impossible jusqu'à présent, parce que je vous l'ai dit, dernièrement, j'étais en Belgique avant de venir ici. Il y a un professeur belge qui a écrit un livre sur le Congo, sur le Rwanda. Quand il a voulu sortir, le ministère des Affaires étrangères l'ont interdit de faire même le vernissage. Je vous parle de quelque chose il y a 2 semaines. Et moi-même, pour sortir ces livres, j'étais en France. On m'a fait comprendre que je ne pouvais pas publier en France. Je peux pas. C'est pour ça que vous voyez les livres se trouvent sur Amazon. Je ne pouvais pas le vendre sur Fnac.
Je ne pouvais pas vendre ça en France dans les endroits de distribution française. Pourquoi? Parce qu'il est interdit. Ce n'est pas dit, mais c'est dans les actes. Vous ne pouvez pas faire quelque chose contre le Rwanda. Et nous, on a sorti les livres. Et c'est pour cela, malheureusement, beaucoup de Congolais ne sont pas conscients et ne veulent pas lire, ne veulent pas apprendre. Dans mon esprit, on devait acheter ces livres et donner cadeau aux Blancs, même distribuer. D'ailleurs, j'avais parlé avec, dernièrement, quand ils avaient organisé les concerts à Paris, il y avait les concerts du génocide, là. Oui. J'étais vraiment déçu parce que j'ai parlé avec le ministre des Informations, Excellence Patrick Mouyaya. Non, c'est pas ça. Vous n'organisez pas. Vous savez, les génocides, c'est très grave. Il faut très bien organiser. Il faut laisser les gens avec le soubassement. On n'organise pas pour danser, on n'organise pas pour faire plaisir aux gens. Mais quand vous organisez des événements, c'est pour éveiller la conscience. Oui, mais il n'y a pas de soubassement. Quand vous recevez, vous organisez, c'est bien. Avec Fonarev, ce qu'ils avaient organisé, vous avez rassemblé 40 000 personnes dans une salle. Mais ayez au moins 40 000 livres à donner à ces gens, à la porte. Ils achètent un billet, vous donnez les livres. Surtout que la majorité étaient des jeunes. La majorité étaient des jeunes. Au moins, ils vont lire les livres, leurs parents vont lire les livres. Vous allez changer d'opinion des gens. Mais nous ne pouvons pas commencer à organiser des événements. Pour danser. J'ai vu même dernièrement, Fonarev a organisé un événement en Suisse. Je suis déçu qu'on met des tableaux. Mais si vous suivez, quels sont les montants qui sont sortis? C'est des millions. On met un tableau, on met le drapeau du Congo, on met les rouges. C'est quoi ça, cette histoire? Il faut avoir les soubassements, comme c'est là. Montrez-moi, je vais montrer aux gens. Il faut avoir, quand vous recevez les gens, vous avez les soubassements comme ça. On peut avoir ces livres-là en millions. Et puis, on remet à toute personne qui vient dans ce que moi, je le fais. Tout ce que je le fais à fond propre. Je me débrouille moi-même. Et vous avez vu, il y a des Congolais qui ne sont pas conscients, qui me facturent, qui croient qu'il y a l'argent. Non, je le fais pour sensibiliser, pour notre pays. Rares sont des Congolais, comme par exemple, je disais merci à Madame Mbouyi ici devant vous. Quand j'ai loué la salle en Belgique, elle a vu que j'ai loué la salle, il n'y a pas de cocktail. J'ai dit non, j'ai fait ce que je peux. Elle a dû payer les cocktails elle-même. Elle a appelé l'hôtel, elle a envoyé l'argent pour soutenir, pour qu'il y ait, parce qu'on a décidé qu'en Belgique, on va avoir des professeurs d'université, des ministres belges, des députés belges, parce que c'est ça l'objectif, que la communauté internationale puisse savoir de quoi il s'agit. À qui on va remettre ces livres, et ils vont voir, ils vont lire, ils vont comprendre. Parce que même Charles Onana, même les professeurs, l'ancien DG de la RTNC, Moulomba, qui me disent, au moins avec ça, c'est la version congolaise de la guerre. Je suis le seul à avoir pris ces risques parce que tout le monde a peur. Je vous l'ai dit, je suis le seul en écrivant ces livres où tu trouves, c'est le seul livre où vous trouvez les informations du Rwanda, les généraux rwandais, nommément cités, nommément photographiés. Je pense que vous avez vu ça. Oui, j'ai vu ça. Donc, et nous avons mis des photos, nous avons mis des événements, nous avons cité qui sont les parrains, nous avons démontré tout. Alors, nous avons tellement démontré des choses, même les informations venues du Rwanda. Chose qui n'a jamais été faite par un Congolais. Et maintenant, c'est aux Congolais de prendre conscience que Claude Maluma a fait sa part en tant que Congolais. Comme disait Lumumba, l'histoire du Congo sera écrite par ses propres enfants. Je suis l'un de ces enfants, j'ai fait ma part. Que chacun fasse sa part. Chacun peut acheter 10 livres sur Amazon et donner cadeau blanc à ses voisins. Pour partager le message. Mais le Rwanda s'organise, il nous envoie même des femmes. En Occident, partout, beaucoup des autorités congolaises se sont retrouvées avec des deuxièmes femmes rwandaises. Parce qu'on a découvert que c'est la faiblesse du Congolais. C'est la faiblesse du Congolais. Oui. Et maintenant, on doit changer. On doit devenir les gens, ils nous appellent BMW, Beer, Music and the Women. On doit devoir montrer que ce n'est pas ça. Moi, je fais ma part. Que chacun fasse sa part. On ne peut pas être là dans des salons après avoir mangé sa semoule et puis commencer à crier Congo. Lui, là-bas, Kennedy disait toujours, il ne faut pas toujours poser la question, qu'est-ce que le pays peut faire pour vous? Posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Okay. Donc, que chacun d'entre nous fasse sa part. Moi, je fais ma part, mais que chacun fasse sa part. Parce que les gens qui sont au Congo, les gens qui me connaissent, savent que je vis bien. Je peux bien gagner ma vie. Il y a des gens les gens qui me posent la question, mais pourquoi tu fais ces risques-là? Toi, j'ai tout ce qu'il faut pour vivre très bien. Mais à quoi sert si tu vis très bien, les autres à côté de toi souffrent?
Et c'est notre pays, c'est notre devoir. Et les Palestiniens se battent pour 1 mètre carré de terre. En Ukraine, vous voyez, ce n'est pas un hasard que les infos ne parlent que d'Ukraine, de Palestine, ne parlent pas du Congo. Là, aujourd'hui, j'ai suivi les infos en Espagne, des manifestations monstres par rapport aux Palestines. Mais chez nous, au Congo, qu'est-ce qu'on a fait? C'est là, je ne crache pas sur la diaspora qui a fait connaître la cause congolaise, qui a fait partir Kabila, qui entretenait le Rwanda. Ils ont très bien fait des manifestations qui étaient à Paris, à Bruxelles, en Angleterre, au Canada et aux États-Unis. Les Congolais de la diaspora ont fait montre d'une démonstration. Mais nous devons aller maintenant dans les données intellects. Nous devons utiliser maintenant l'intelligence. Comme les Rwandais utilisent les hirondelles, ils utilisent l'intelligence, ils nous infiltrent, ils cherchent là où nous sommes. J'étais à Bruxelles, on me fait comprendre que même si tu es à l'hôtel, il faut faire attention parce que le soir, les Rwandais se promènent, ils veulent savoir qui est Congolais. Mais en Belgique, dans un pays occidental, nous devons s'organiser aussi. Nous ne devons pas avoir peur de ces gens-là. S'ils se mettent comme ça, nous devons se mettre. Vous imaginez quand j'ai vu Bosco Tangana nommé général chez nous. Mais une fois la CPI, il dit, lui, il n'est pas général congolais, il est caporal rwandais. Vous imaginez quelle humiliation. Il y a des gens qui trouvent ça normal. Quand j'ai vu le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, du haut du perchoir, disait, chers collègues, quittez les groupes armés. Oui. Il parlait de quoi? C'est des politiciens qui sont là-dedans, même jusqu'aujourd'hui, ils sont au gouvernement. Aujourd'hui, on veut donner comme la faute à la population, on veut donner la faute à la diaspora. Est-ce que les dirigeants eux-mêmes, ils ne sont pas aussi fautifs? Comment ils dirigent le pays? Comment ils montrent qu'ils sont préoccupés par la situation de la guerre, du génocide en RDC? Mais le problème du Congo, c'est ça que je passe par la sensibilisation. Quand j'échange avec les gens, j'ai l'impression parfois que les gens pensent que le pays appartient à Félix Tshisekedi, à certaines personnes. Mais c'est lui qui dirige le pays, c'est le président. J'en disconviens pas. Le pays nous appartient tous. Félix Tshisekedi passera comme Mobutu est passé, comme Kabila. Que laissez-vous l'héritage de vos enfants? Il peut se battre comme il veut. Les ministres des Affaires étrangères, le gouvernement. Mais nous devons... Tshisekedi, dernièrement, il a dédouané le Rwanda. Il a dit que Kagame était un partenaire fiable. Il a mené Kagame à Kinshasa, aux obsèques de son père. Kagame était présent. Qui n'a pas chanté que Yona Nyoboya Kagame à Kinshasa? C'est les membres de l'UDPS. Et c'était un moyen de dire qu'on s'est trompé d'adversaire, on s'est trompé de la personne de Kagame aujourd'hui. Mais c'est le même Félix Tshisekedi qui a dit moins d'escarmouches dans sa Rwanda. Ah, voilà. Vous voyez, donc, c'est pour vous dire que c'est ce que nous avons écrit. J'ai écrit tout ça. Et j'appelle ça dans le livre la paix des braves. La main tendue pour la paix. Mais ce qu'on n'a pas expliqué à Félix, c'est qu'à ce moment-là, c'est que j'ai écrit au livre comment les Rwandais fonctionnent. Les Rwandais, lui, même si tu négocies avec lui comme ça, il a une idée derrière la tête. On appelle ça au Bundu. Donc c'est leur principe. Pas tous les Rwandais, je vais dire. Hein. La race... l'espèce de monsieur Kagame, les Rwandais là, c'est Kagame là, les criminels, Hitler d'Afrique là. Lui, dans sa façon de fonctionner, vous négociez avec lui, lui il a une autre idée à la tête, comment vous couillonnez. Et je pense qu'en évoluant, Félix Tshisekedi a fait son exemple, c'est comme on dit, moi nalinga simamoto tika simamoto azika yemuka weba. Après Félix Tshisekedi a compris qu'il a affaire à quelqu'un qui ne veut pas de paix, qui ne veut pas de négociation, qui ne veut même pas entendre parler de paix. Vous voyez, même les États-Unis les appellent, même toutes les négociations. Kagame, c'est quelqu'un qui va comprendre le langage des guerres. C'est pour cela, moi, je dis toujours bravo aux Wazalendo, aux Congolais patriotes, que moi, je soutiens, avec qui j'ai toujours été en contact avec eux depuis longtemps. Et oui, c'est eux qui m'ont donné beaucoup d'informations aussi. Ça, je le dis aujourd'hui. J'allais vous poser la question. Vous avez écrit le livre, vous n'avez jamais été au Rwanda, j'imagine. Comment avez-vous eu toutes ces informations que vous avez dans le livre? J'ai beaucoup de jeunes avec des ONG dans la façon que je fonctionne, que j'ai aidé, que nous étions restés en contact. Depuis toujours, j'ai toujours soutenu les jeunes qui sont à Goma, à Bukavu. Je soutiens beaucoup de jeunes. Je vais vous dire une chose, dans le cadre de la Chambre de commerce, IVCD, Investissement Congo d'abord, nous avions 100 000 membres. Et nous avons des membres à Goma, Bukavu, partout là où il y a la guerre. Et toutes ces personnes... Voilà pourquoi j'avais réfléchi, je dis, mais ça c'est une richesse. On met ça en marge. C'est comme ça on avait toutes les informations en temps réel pour écrire ces livres. C'est comme ça que j'ai surpris les gens
en écrivant ces livres. Et nous pensons que, en ce moment, la première des choses que tout Congolais doit prendre conscience, que si nous ne faisons rien, d'ici là, le pays va être balkanisé et ça nous appartiendra. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons être dans l'unisson. Nous devons laisser les théâtres. Quand je vois, j'étais blessé dernièrement, quand je vois un ancien chef de l'État de mon pays déclarer que la revendication M23 est sienne, ça m'a interpellé. Les gens ne réfléchissent pas des mots que les gens lancent. Comment un président de la République, tu as gouverné un pays, tu as dirigé un pays, et tu peux te permettre de dire les assassins, les criminels qui sont venus tuer les Congolais, qui sont... Je vous ai donné l'exemple dernièrement, je vous ai dit, je vous ai montré les camps de Munga, les camps de Congo, les camps des réfugiés, qui ont disparu en 2 jours. Et à Goma, on a entendu les brûlures, la chair humaine. Est-ce que ça n'interpelle pas les Congolais? Ça n'interpelle pas les politiques? Mais les chairs humaines pourrissent même à Kinshasa. Hein. Les morgues sont remplies et puis il y a des gens qui meurent à Makala qui pourrissent comme ça. Ça, c'est partout au Congo. Bon, quand on dit c'est partout, mais là, je parle du génocide. Oui. Je parle du génocide. À Kinshasa, il n'y a pas de génocide. Les gens peuvent mourir de morts naturelles, les gens peuvent mourir de tout ce que, les gens peuvent mourir à la prison, comme vous dites, et tout ça, ça doit être réglé. Ce n'est pas que ici, on parle du génocide. On parle du Rwanda et en complicité avec la communauté internationale qui tue les gens au Congo. Ce sont des massacres. Et jusqu'aujourd'hui, on refuse de reconnaître notre génocide, alors qu'eux, ils sont morts 800 000, on l'a reconnu. Donc, ça nous demande de s'organiser, d'avoir un sous-bassement. Nous n'avons pas de sous-bassement. Voici le sous-bassement que Claude Malouma a donné aux Congolais pour défendre leurs intérêts. Et je suis venu, je fais ma tournée pour sensibiliser, pour faire comprendre à la diaspora que nous vivons dans un monde libre, dans cet Occident. Nous devons nous organiser pour faire entendre notre voix d'une façon intelligente. C'est-à-dire que, pour moi, j'avais interpellé, et j'en interpelle à la FONAREV, qui gère le fonds des victimes. FONAREV doit se réveiller. Parce que ce qu'ils font comme sensibilisation, je ne suis pas d'accord avec eux. Mais ces gens fonctionnent comme s'ils rêvaient, comme s'ils ne comprenaient pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils croient que... Parce que le mal du Congo, c'est quoi? Tout le monde croit que le Congo est un cop. Non. Nous devons prendre nos responsabilités. Quand on vous nomme à la FONAREV, c'est pour sensibiliser. Claude Malouma ne peut pas sortir son argent. Ça m'énerve. Son argent pour sensibiliser, pour passer, je loue des salles, je fais ceci, je fais des dépenses. Alors que pendant qu'eux, ils ont des millions, ils sont partis en Suisse, ils n'ont rien fait. Alors que pour sensibiliser les gens, nous devons laisser un sous-bassement. Nous devons faire rassembler les gens qui sont capables de tenir des propos. On peut m'appeler, on peut appeler Onana, on peut appeler Freddy Moulumba, on peut appeler des gens qui parlent, on peut appeler Bitakwira, on peut appeler... Mais toutes ces personnes qu'on reçoit, après ils rentrent comme ça. Alors que le Rwanda, dans leur histoire des génocides, ils avaient leurs livres, ils donnaient aux gens pour faire valoir, pour faire connaître leurs valeurs. Et FONAREV doit investir dans ça. Parce que maintenant, on appelle ça l'investissement intelligent. Il faut être intelligent, il faut utiliser l'intelligence. On ne peut pas être assis dans son bureau et on sort des millions. On sort des millions pour faire quoi? Quand vous dansez, et c'est fini, c'est tout. Quand vous allez vous asseoir, vous mettez des tableaux, vous parlez, c'est tout. Il faut donner les gens le sous-bassement. Même pas que les livres de Malouma, mais il faut donner les gens le sous-bassement. Quel est le seul Congolais qui a parlé la version congolaise de l'histoire de la guerre? C'est nous. Alors, j'ai écrit ça, les éléments sont là, donnez ça aux Congolais. Et même, je dis, je n'ai pas besoin de faire des bénéfices pour ces livres. Je même dis, si FONAREV m'approchait, je le mets en contact avec mon éditeur, au prix de l'édition, parce qu'ils dépensent des papiers, tout ça c'est de l'argent. Au prix de l'édition, sans bénéfice, on leur donne des millions. Imaginez, je vous ai dit, j'ai rencontré Pichi Banda en Belgique. J'ai rencontré votre grand frère, votre papa, l'éminent journaliste Kwebe Kipele. J'ai rencontré M. Jean Bosco, qui est le seul journaliste congolais accrédité à l'Union européenne. J'ai rencontré beaucoup de gens en Belgique, des intellectuels, qui m'interpellent, qui me disent, mais comment toi, un individu, tu prends des risques comme ça? Seul, les gouvernements ne t'accompagnent pas. FONAREV ne t'accompagne pas. Vous avez frappé les portes. Il faut aussi frapper les portes. Oui, on n'a pas besoin de chercher de frapper des portes. Je parle avec des gens. L'inconscience est généralisée.
Vous avez été avec le ministre de la Communication. L'inconscience, je vous l'ai dit, est généralisée. J'ai des photos avec le ministre des ministres. Ouais. J'ai des photos avec des ministres. J'ai des photos avec des autorités. Est-ce que c'est moi qui dois faire les démarches ou dans le cadre de chacun dans son travail, devait comprendre que non, nous devons faire quelque chose pour notre pays. Et que chacun fasse sa part. Moi, je vous ai dit, j'ai fait ma part. Quand vous êtes ministre, quand vous êtes gouverneur, quand vous êtes autorité, même pour booster la diaspora, imaginez, je vous donne un exemple. En Belgique, il y a des gens qui sont là, les Pichibanda, les Kobekipé, qui connaissent dans quel coin les gens qui influencent la politique belge habitent. Imaginez, Fonarev dit, écoutez, j'imprime 500 000 livres en Belgique, je mets à disposition des entreprises qui distribuent de boîtes aux lettres, on cible les quartiers. Ouais. Ici, nous savons qui sont des décideurs. Nous savons que Outremont est là. Nous savons à Québec. Au Canada, il y a des endroits où vous savez que si on passe là, on donne ces livres dans des boîtes aux lettres, ça va arriver aux bons décideurs, ils vont connaître l'histoire du Congo. Si on donne à leurs enfants, ça va révolter la population. Mais nous n'avons rien, nous ne donnons rien, nous n'avons rien. Nous faisons qu'organiser des concerts, les gens dansent. Nous avons des enfants qui sont des stars. Est-ce que Fonarev ou ceux qui en décident du pays ne peut pas appeler ces gens-là comme Gims, comme je parlais d'eux, évidemment. Oui, je l'ai mis dans. J'ai mis ici Gims, j'ai mis Koffi Olomide, j'ai mis Ferregola qui ont parlé effectivement du génocide, qui ont parlé du massacre, les artistes que j'ai mis. Mais nous avons les Lukaku, nous avons beaucoup de gens à qui même l'État congolais peut interpeller, dit blandissez ces livres, demandez aux gens d'aller acheter ces livres sur Amazon ou donner les cadeaux, leur donner des cadeaux, donner des cadeaux. Non, la sensibilisation est très importante. Mais nous sommes là à discuter, à s'insulter, à se manquer du respect. Et voilà les conséquences. Nous sommes tellement divisés que nous nous retrouvons comme... on va être à l'abattoir comme des moutons, tous ensemble. Alors, Monsieur Claude, dans ce livre, j'ai lu, il y a beaucoup d'informations, c'est vrai, mais c'est quoi le message capital que vous voudriez passer, que vous estimez que les gens ne connaissent pas, en fait? Ben, c'est simple, le message est que nous sommes en train d'être exterminés et que le monde, tout le monde tourne ses regards complices ailleurs. Et on fait semblant comme si rien n'était. Et nous, les Congolais, nous-mêmes, on doit se réveiller pour faire connaître que non, réveillez-vous, on est en train de nous massacrer là. Réveillez-vous, vous êtes en train de nous tuer. Parce que c'est l'histoire qui se répète. En 40-45, les gens tournaient les regards, mais à la fin, ils ont compris, ils ont commencé à réparer en Israël. Mais ils doivent réparer, nous ne pouvons pas accepter. Ça fait 30 ans, c'est beaucoup, on nous tue. Et nous nous taisons. Et les gens ne disent rien, ils font rien. Et quand tu fais ça, il y a même des Congolais qui me combattent. Des propres Congolais? Ben oui, des Congolais. Pourquoi Fonarev ne fait pas imprimer ses livres? Pourquoi Fonarev ne fait pas comme... Parce que je sais qu'il y a des Congolais qui ont dit, ne fais pas ça. Claude Malouma, c'est ça, ne fais pas ça. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu l'intelligence d'écrire. Si je suis plus intelligent que ce n'est pas ma faute. C'est Dieu qui m'a créé ainsi. Si Dieu m'a donné l'amour du pays, ce n'est pas ma faute. Si Dieu m'a donné le patriotisme, j'ai gagné dans ces milieux-là. Et ça m'a donné la volonté, mais on n'a pas besoin de jalousie dans des causes comme ça. Ce n'est pas parce que Claude Malouma a écrit les livres que toi, comme tu es jaloux de Claude Malouma, comme tu n'aimes pas Claude Malouma, tu sacrifies le pays. Non. C'est le Congo qui doit gagner toujours. Moi, je suis là à encourager la jeunesse congolaise parce que nous, on va partir. Et que devons-nous léguer comme héritage à la jeunesse? La jalousie ou bien le patriotisme ou l'amour du pays? Alors, pensez-vous que ces livres peuvent être un pont pour la justice ou pour la réparation entre le Rwanda et le Congo? Oui, je pense que le Rwanda, on ne va pas les déplacer. Le Congo ne va pas être déplacé. Nous serons des voisins. Il y a des Rwandais, les Hutus, les Touas, beaucoup sont conscients. Et quand on discute avec ces gens-là, parce qu'ils ont participé aussi à nous donner des informations par le livre, ils disent, nous ne sommes pas un peuple ennemi avec vous. C'est le monsieur là, les criminels là. C'est le régime rwandais. L'Hitler d'Afrique, ce n'est pas le régime, monsieur Paul Kagame, Hitler d'Afrique, les brigands, les assassins, les criminels, les violeurs. C'est lui, les sanguinaires assoiffés du sang. C'est lui qui organise le meurtre des Congolais en complicité avec certains Congolais qui travaillent pour le Rwanda. Vous avez vu dernièrement, on a arrêté des généraux. Ça ne vous interpelle pas? Mais qui n'est pas encore confirmé parce qu'il n'y a pas encore eu sentence sur ça. Ah, mais moi, je vous confirme qu'il y a eu de faits, de preuves irréfutables. Ils sont dedans, complices avec les Rwandais. Pour ça, c'est les informations à ma possession. On ne les a pas arrêtés pour rien. Alors, le M23, vous avez mentionné le M23 dans le livre.
c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de passages des leaders dans le M23. Aujourd'hui, vous stagnez sur Joseph Kabila comme leader du M23. Est-ce que vous avez des preuves sur ça? Bon, quand Joseph Kabila dit que les revendications du M23 sont miennes, vous voulez qu'on fasse un dessin? Mais il a aussi dit lui-même que s'il était réellement le chef du M23, la situation ne serait pas comme elle est. Non, s'il était le chef du M23, la situation ne serait pas comme elle est. Mais ça, c'est quelque chose qu'il a dit après, quand il a vu Tolé, qui s'était indigné par les Congolais. Ça, on appelle ça le rattrapage. Mais qu'ils disent ça ou quoi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'aujourd'hui, les Congolais doivent être conscients pour défendre la terre de leurs ancêtres. Tu sais, leur jeu a été déjoué. Quand vous vous retrouvez avec une armée que Kabila a laissée avec plus de 5000 officiers rwandais, que voulez-vous que l'armée fasse? L'armée qu'on avait phase. Moi, je ne sais pas quel est votre âge, mais nous, moi, je grandis à Limiti, chaque 17h, on voyait les parachutes sur Ndolo, l'aéroport de Ndolo. C'est nous qui mettons la paix dans beaucoup de pays africains. La Libye, le Tchad, le Rwanda, tout, nous avions l'armée. Et Kabila, pendant 20 ans, Mouzé est venu essayer de renforcer l'armée. D'ailleurs, Mouzé, c'est pour cela que Mouzé a chassé les Rwandais. Et en août, Joseph Kabila est venu, mais Joseph Kabila, on s'est retrouvé avec Bosco Tangana qui dit clairement à la CPI, on m'a dit général, mais moi je suis caporal rwandais. Comment expliquer ça? Il a été nommé quand Kabila était président de la République. Et quand Bosso disait, chers collègues ont quitté la groupe armée, ces collègues-là ont été à groupe armé depuis quand? Il y a une succession des choses. C'est ce que vous ne savez pas. RCD Goma. Oui. Tous ceux qui étaient à RCD Goma étaient très proches de Joseph Kabila. Ruberoa, Bizima Kahara, Bouguera. Toutes ces personnes-là, James Kabarebe. Qui était autrefois chef d'état-major. Un Rwandais. Il faut le préciser. Et quand Kabila est devenu président de la République, nous nous sommes retrouvés avec plus de 5000 officiers rwandais dans l'armée. Ce n'était pas à cause du brassage justement, il ne faut pas qu'il y ait de brassage. Pourquoi? C'est les plans de la balkanisation. C'est ce que vous ne comprenez pas. Le plan a été ourdi. Plus dans le 1+4. Il y a un accord qu'on appelle l'accord d'Havana. Beaucoup de Congolais ne savent pas ça, qui a été signé en 1999 à Paris. C'est entre la population Tutsi et certains Juifs. Il y a un accord qui a été signé pour balkaniser la RDC. Et cet accord permet que le Rwanda soit financé, maintenu parmi des groupes armés, parmi des bandits, des brigands internationaux, et certains pays se sont organisés à donner l'intelligence à Rwanda, un petit pays comme ça, on les a donné les armes sophistiquées, les informations satellitaires pour diviser le Congo. Le Congo, s'il est uni aujourd'hui, c'est parce que Mobutu nous a laissé l'unité. Okay. Papa Bomoko, Maman Bomoko. Ce qui fait que quand on attaque à l'est, à l'ouest, les gens se réveillent. Ces gens-là disent, c'est pas encore mûr. Et on nous a commencé avec RCD Goma, CNDP. Tout ça, ce sont des noms, c'est les mêmes personnes. On change juste d'étiquette et on prend quelques Congolais de paille. Mais ces Congolais comme Nanga, je vais poser la question. Parlez un peu de Nanga. Nanga, est-ce que Nanga peut se poser la question où sont partis Wamba Diawamba, Ngandou Dissese? Imaginez quand ils sont venus à l'AFDEL, toutes les personnes qui accompagnaient l'AFDEL, des Congolais de père et de mère sont morts. Sont tous morts, sauf les rwandophones. Ils sont tous vivants. Les Tutsis, je veux dire. Vous pensez que la vie de Nanga est en danger? Mais Nanga, ils vont les tuer. Vous croyez que c'est du théâtre? Les gens croient que c'est du théâtre. Le plan de la balkanisation n'est pas pour les Bantous. Quand on extermine les gens à Minembwe, ouais, c'est pour remplacer la population Tutsi. On tue les chefs coutumiers, vous croyez que c'est pour des blagues? Les chefs coutumiers sont tués, exterminés. Alors que nous, les chefs coutumiers, ce sont des lignées. On élimine les lignées. On nomme, depuis quand vous avez vu qu'on a nommé des chefs coutumiers? Rouberoa a nommé des chefs coutumiers par arrêté ministériel. Vous avez déjà vu, on a nommé des chefs coutumiers où? Chez nous. Les chefs coutumiers, ils sont des lignées. Quand on commence à nommer les chefs coutumiers, il a même créé des communes de Minembwe. Au vu aussi de tout le monde. Ça a été suspendu officiellement parce qu'il y a eu boucan de la population. Et c'est là où moi je vous dis,
Moi, je parle avec les Ouazalendo. Je leur dis merci les braves. Merci, courage à vous. Merci à vous. Grâce aux Ouazalendo, nous résistons encore, ça je vous l'ai dit, parce que l'armée était infiltrée. Et j'interpelle les gens en leur faisant dire que ce n'est pas les moments. Félix Tshisekedi ce n'est pas son pays, c'est le pays à tout le monde. On ne peut pas dire qu'il n'y a que Félix Tshisekedi qui doit faire. Non, on doit tous participer. Moi, je suis passé à la RTNC une fois. J'ai donné 5 000 $ pour soutien de la guerre. J'ai donné des extincteurs. Si vous faites des recherches, vous allez trouver. J'ai donné ma contribution. Je ne parle pas seulement, je fais ma contribution. Avant même la sortie du livre, je le fais. Quand Goma brûlait, il y avait des politiciens qui interviennent sur les réseaux sociaux, sur des plateaux de télévision, donner leur contribution, mais ils ne sont pas écoutés, ils ne sont pas entendus. Hein? Le gouvernement reste ferme. Il faut faire attention. Il faut faire attention avec des politiciens. Ouais. Ah, ça, je vous l'ai dit. J'ai vu à Kinshasa avec eux. Beaucoup font semblant. Beaucoup ne sont pas ni avec le président de la République, ni avec le gouvernement, ni avec le pays, ni avec l'amour du pays. Beaucoup font du théâtre. On les connaît. Beaucoup font du théâtre. Vous savez, quand Goma est tombé, j'étais le premier Congolais à ma télévision faire la déclaration d'indignation. Beaucoup de ces gouvernants-là que tu vois n'ont jamais fait de déclaration. Vous savez pourquoi? Parce que dans leur tête, ils savaient que Nanga va prendre le pouvoir. Nanga va arriver à Kinshasa. Nanga va arriver à Kinshasa. Ils se sont tus. J'ai lancé l'appel. J'ai dit, je parlais, les leaders de l'Ouest parlaient de l'Est. Ils n'étaient pas capables de parler. Mais les leaders de l'Est, nous avons Bahati Lukwebo, nous avons... Ils n'avaient pas parlé. Ils Ils n'avaient pas parlé. J'étais le seul qui avait parlé. Les gens commençaient à m'appeler même. Claude, tu prends des risques. Ces gens-là arrivent à Kinshasa. J'ai dit, c'est mon pays, c'est mon devoir, je le fais. Mais, attendez, mais ce sont ces gens-là qui sont nommés. Ils vivent, ils sont là. Mais, est-ce que ces gens, ils ont conscience que le pays, la terre ne se brade pas? C'est un pays, c'est la terre de nos ancêtres. Nos ancêtres nous ont laissé un pays entier. Nous avons trouvé un pays entier. Nous avons l'obligation de laisser à nos enfants le pays entier. Que chacun fasse sa part, tout simplement. Et tous ces policiers commencent à être dénichés. Hein? Oui, ils commencent à être dénichés. Comme on a commencé avec les bras armés qui sont arrêtés déjà, et les policiers commencent à être dénichés. On commence à savoir qui est qui, jusqu'à ce qu'eux tous, à la vigilance des peuples congolais. Il y a des politiciens qui avaient déjà averti, hein, que attention, tel que nous allons, Goma va être pris, mais personne n'avait prêté attention à cela. Mais vous devez, ce n'est pas seulement en parlant. L'armée a été vendue. Vous ne comprenez pas quand on arrête les généraux là. Les généraux ont fui même une semaine avant que Goma tombe. Ouais. Il y a un capitaine qui s'est battu jusqu'au bout. Oui, un capitaine. Les généraux ont fui. Vous croyez qu'ils ont fui comment? C'est la corruption. Quand on apprend qu'il y a des généraux qui ont eu 800 000 $, 1 million, tout ça pour fuir. Vous croyez quand on a arrêté ces gens, c'est des blagues? Okay. Ils ont trouvé l'argent. Les services ont trouvé des millions de dollars dans les comptes des gens. Il y a des gens qui sont en contact avec les Rwandais. Ça me dépasse qu'un Congolais, tu t'assois. Tu prends l'argent de notre pays pour vendre ton pays. Ils ont délaissé les troupes. Les enfants, les jeunes étaient prêts à se battre. C'est pour ça que vous voyez Goma, il y a eu résistance à Goma. Mais le commandement n'y était plus. Moi, je parle avec beaucoup de militaires au front, des jeunes. Et ceux qui sont venus à Kinshasa, je les ai vus, je les ai parlé. On les a encouragés. J'ai même lancé un message, bravo à vous les FARDC. Les jeunes se sont battus, mais le commandement était corrompu. Parlons de la balkanisation. Aujourd'hui, on doit se dire que le Congo est balkanisé. Le gouvernement central n'a pas le contrôle de toute la République. Il y a une partie qui est dirigée par le M23. Est-ce qu'on doit confirmer aujourd'hui que le pays est déjà balkanisé? Non, le pays n'est pas encore balkanisé. Le pays est entier. Tout simplement, nous avons une occupation rwandaise et internationale à une partie du pays. Il faut le dire comme ça. Et nous devons nous battre, nous devons nous organiser. J'interpelle le président Tshisekedi, c'est lui le commandant suprême, de s'organiser, de donner le moyen à l'armée, de nommer des généraux capables de défendre le pays, des fils dignes de ce pays, pour se battre, pour récupérer la terre, parce que c'est leur métier. Alors, et comme on a nettoyé l'armée, bon, vous avez vu, au fait, vous n'imaginez pas, quand les commandants, beaucoup de commandants, des généraux sont arrêtés, ce n'est pas de la blague. L'autre qu'on a arrêté, il était chef d'état-major général. C'est-à-dire qu'il avait toute l'information. Christian Chiwewe. Christian Chiwewe. On a arrêté Ntumba Bouamunda, qui était le chef de la maison militaire, qui achetait des armes.
Donc, il y avait toutes les informations. Si ces gens-là sont complices, comment vous allez gagner la guerre? Maintenant, qu'ils ne sont plus là-bas, je pense qu'on devait regarder des gens comme le général Mounene. Ils sont là. Jean-Pierre Bemba, vous le mettez à côté? Des gens qui sont là. Jean-Pierre Bemba n'a jamais été militaire. Les militaires, moi je parle des gens qui ont fait la guerre et qui sont prêts à découdre avec Kagame. Donc pour moi, on doit mettre des gens, des vaillants militaires, des commandants, des commandos, des jeunes qui sont là. Il y a beaucoup des anciens des phases qui sont revenus pour défendre leur pays. On doit les utiliser. On doit beaucoup améliorer dans le changement du chaîne de commandement. Alors, je pense que la hiérarchie de l'armée ou le président de la République sont en train de regarder avec tout ce qui s'est passé. Je pense qu'ils sont dans le laboratoire pour chercher des vaillantes personnes, de jeunes, de vieux, des gens qui sont capables et qui ont l'amour du pays pour prendre le chaîne de commandement. J'ai lu une partie du livre, mais jusqu'à ma lecture, je n'ai jamais trouvé le nom de Denis Mukwege être marqué dans le livre, sachant tous que Denis Mukwege, c'est le réparateur des femmes. Pendant la guerre, il a toujours été présent. Pourquoi cette omission? Ce n'est pas une omission, Denis Mukwege est là-dedans. Si vous lisez en entièreté, vous allez le trouver. Okay. Comment je peux oublier Denis Mukwege? Non, je parlais de lui. Parce que c'est quelqu'un qui participe à atténuer la souffrance du peuple congolais. C'est notre prix Nobel de la paix. On ne peut pas l'ignorer. Non, c'est impossible. Son nom est dedans. Si vous regardez bien, je parlais de Denis Mukwege, mais je ne peux pas donner les détails. Les gens qui veulent les détails doivent aller lire. Les gens qui veulent les détails, achetez le livre. Donc le livre est là, Génocide au Congo, pour votre confort. Le confort, ce n'est pas le confort de vous, lecteurs, le confort des pays qui sont mentionnés ici, au bas du livre. Je pense que ça sera une très belle chose. Si vous achetez ce livre, vous connaîtrez la vérité, la vraie vérité de l'histoire du génocide au Congo, écrit par M. Claude Maluma, qui est là, invité de Afro-Canada Télévision. Pour terminer avec le livre, c'est vrai qu'on va avoir d'autres entretiens sur le livre. Je vais finir la lecture, mais ça c'est déjà bon. Qu'est-ce que vous attendez au lecteur qui lit le dernier page du livre, qu'il comprenne quoi dans ce livre? Qu'il comprenne qu'il y a des injustices qui ne se justifient pas, des massacres qui n'ont pas besoin d'être. Injustement, on tue un peuple, on veut parce que pour les intérêts personnels, pour les intérêts, vous n'oubliez pas que le Congo a plus de 60% des matières stratégiques mondiales actuelles du XXe siècle. Les gens vont découvrir que le Congo a déjà tout donné. Le Congo a donné au 40-45, avant 40-45, dans l'industrie des caoutchoucs. C'est les Congolais qui a été coupé les bras pour fournir les caoutchoucs pour créer des pneus, l'industrialisation des pneus. Les Congo a donné à 40-45 les bombes d'Hiroshima et Kanasaki. L'uranium est venu de Kachobwe au Congo. Les Congo a donné à ces temps des électroniques. Le Congo fournit tout. Tout ce qu'on a, les gadgets, les matériels médicaux, les missiles, les fusées, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est le Congo qui fournit la matière première. Nous avons des coltans, nous avons pyrone, nous avons beaucoup de matières tétane, nous avons tout ce qui est comme matière, plus de 60% des matières minérales qui sont venant du Congo actuellement et que le Congo participe à l'élévation du monde. Le centre du monde se trouve en République démocratique du Congo. Les Congolais, tout simplement, doivent prendre conscience. Aux amis internationaux, il y a des Blancs, il y a des Occidentaux qui soutiennent les Congolais, qui soient avec nous, qui essayent vraiment de pousser et que nous tous, nous puissions avoir ces livres pour donner à d'autres gens. Parce que le vrai problème est qu'il faut faire connaître sa souffrance. Si les gens ignorent ça, ils vont vous soutenir comment? C'est ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, M. Claude Maluma. Nous allons tourner de page puisque on est derrière les temps. M. Maluma, vous êtes entrepreneur, patron du groupe Maluma. Que contient le groupe Maluma, le bouquet du groupe Maluma? Le groupe Maluma est dans l'import-export, il est dans l'immobilier. Le groupe Maluma est dans beaucoup de choses. Le groupe Maluma a une télévision et une radio à Kinshasa. C'est un groupe où il y a plusieurs entités qui fonctionnent. Vous êtes président de la Chambre de commerce. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Est-ce que le Congolais de la diaspora vous accompagne dans votre vision? Moi, je l'ai écrit dans les livres. Moi, quand je parle de la Chambre de commerce, en fait, comment est née la Chambre de commerce là? Parce que quand il y a eu consultation par le président de la République, nous avons été reçus, moi, Didi Kinouani et Gabi Chabani, et nous avons donné déjà, là, les livres n'étaient pas sortis,
une partie du livre, j'ai pris, j'ai donné 2 feuilles et j'ai donné mes propositions parce que, pour moi, c'était impossible, inconcevable, inimaginable que nous sommes dans un pays où aujourd'hui l'économie se trouve aux mains des étrangers. Aujourd'hui où je vous parle, il n'y a plus aucun Congolais est capable, dans un marché du Congo, de gagner les marchés, de donner l'argent, de caution. Un marché, il y en a de 50 millions, 100 millions, donner des cautions de 20 millions, 25 millions, non. Tout le marché est ravi par les Libanais et les Indiens. Et je sais de quoi je parle. Je me suis battu même, moi, je me suis battu avec M. Alinguete, jusqu'en justice. Le patron de l'IGF. Je suis le seul Congolais qui a décidé de l'amener en justice parce qu'il voulait me faire vivre une injustice inexpliquée. Parce que les gens voulaient que je leur donne 20%, j'ai dit non. Et parce que j'ai compris qu'à la fin, les gens voulaient m'empêcher à fonctionner dans ce marché parce qu'on voulait donner ça aux Indiens et aux Libanais, à leurs amis indiens. Et j'ai dit non, je suis allé jusqu'en justice et je l'ai gagné. Et je l'ai gagné avec un jugement parce que j'ai parlé de mes droits. Mes droits, je me dis, je ne cède pas avec mes droits. Et je voulais faire participer tous les Congolais que nous puissions revendiquer dans mon esprit quand on fait la chambre de commerce. Parce que je me suis dit, la FEC, par exemple, qui est la dernière contribution, c'est $500 pour être membre de la FEC. Je me suis dit, mais les mamans là qui vendent, pour être membre de la FEC, ils n'ont même pas $50 comme capital. Ouais. C'est pour ça qu'on a pris l'esprit de créer une chambre de commerce pour qu'on puisse fédérer, défendre nos droits. Quand j'ai vu que les commerces en détail, qui est écrit dans la Constitution, dans la loi, qui est les commerces en détail appartiennent aux Congolais. Aujourd'hui, c'est les étrangers qui vendent des bites écoute-écoute, qui vendent de tout, même de l'eau, dans la rue. Et nous ne sommes pas protégés. Nous avons lancé ça pour interpeller les autorités et nous avons lancé cela pour que la diaspora qui veulent venir au Congo de nous contacter pour qu'on puisse faire les orientations. Et je même proposé, actuellement j'ai lancé dans le livre et je le lance, j'interpelle même la diaspora. J'ai dit qu'on puisse ouvrir une banque de la diaspora. Aujourd'hui, vous avez dans ce pays-là, toutes les banques ne nous appartiennent pas. Les banques ne nous appartiennent pas. Les banques appartiennent aux Libériens, aux Nigériens, aux Gabonais, aux Libanais, aux Indiens. Aucune banque, au Kenya, aucune banque n'est congolaise. Donc, nous disons hommes d'affaires, nous sommes sapeurs, nous disons tout ce que nous voulons. Congolais, tout ça, nous sommes dans le Mativu. Pouvons-nous pas organiser sous une fiducie internationale ou quoi que ce soit, chacun met $1000, 1000 euros, 10 000 euros, $1000, $500 pour qu'on devienne tous actionnaires, rassembler les montants convenables pour qu'on puisse déposer à la Banque centrale comme caution pour qu'on nous ouvre une banque de la diaspora congolaise. L'avantage, c'est quoi? Nous aurons la même mise sur la gestion financière de notre pays et nous aurons la même mise sur les crédits. Mais avant, il y a eu BIAC, quelque chose comme ça, BIAC. BIAC n'était pas congolaise non plus. Donc, la seule banque qui était congolaise, c'était le premier noir qui a ouvert banque en Afrique subsaharienne, dans toute l'Afrique noire, c'était M. Dokolo, Banque de Kinshasa, alors qu'il n'existait plus. Et aujourd'hui, nous devons... Parce que, en tant qu'homme d'affaires, quand vous allez dans une banque qui appartient à une certaine communauté, quand c'est quelqu'un de leur communauté qui va, on lui donne les crédits à 2-3%. Quand c'est un Congolais, c'est jusqu'à 45%. C'est peut-être pour garantir. C'est pour ça. Non, c'est pas comme ça. Vous savez, dans ce pays, si vous allez emprunter $100 000, il y a des garanties, les gens ont des garanties. Au Congo, là, les gens ont des maisons qui vaut des millions. Et au Congo, les gens qui ont des maisons qui vaut des millions, 500 000, 200 000, 300 000. Ici, les maisons ne se vendent pas aussi cher qu'à Kinshasa. À Gombe, vous avez des maisons qui vaut 10 millions, 20 millions. Mais quand cette personne-là a une maison de 300 000 je ne sais pas moi, à Lingouala ou quelque part, il va à la banque. C'est son droit d'hypothéquer sa maison, d'avoir $100 000. Mais si c'est $100 000, tu dois rembourser en une année 12 15 000 par mois. Tu vas faire quel business? Tu vas avancer comment? Mais si quelqu'un de la communauté de ceux qui ont la banque va dans leur banque, sans garantie même, sans rien, on donne un crédit à 2%. Vous allez faire la concurrence avec cette personne comme moi, qui rembourse $2 000 par mois. Vous allez faire la concurrence comme ça. Tout ça, c'est ça. Et j'ai même lancé une autre idée.
que le gouvernant puisse faire des FPI, Fonds de promotion industrielle, c'est dans le livre, qu'on transforme ça à une banque d'investissement pour les Congolais. Je ne sais pas si vous avez vu quand le président Félix est venu au pouvoir, c'est là où on a découvert que FPI avait donné aux individus des millions de dollars sans garantie, parce qu'ils étaient politiques, parce qu'ils étaient libanais, amis aux politiciens, les Indiens, des millions de dollars gratuitement, sans garantie, et qui ne remboursaient même pas. Je ne sais même pas si FPI a récupéré son argent, mais je disais, au lieu que cet argent soit gaspillé, vous n'entendez pas 200 millions, 100 millions, 50 millions, mais les individus prennent ça. Je me demande si ces gens-là... Vous parlez des gens qui détournent le fonds de l'État? De l'État. Je me demande si ces gens-là mangent ils mangent quoi? Ou ils mangent les pondous avec les macayabos, avec les foufous comme nous autres. Ils sont toujours avec, donc, voilà. Donc, pour moi, nous devons donner des idées intellectuelles, nous devons demander, nous devons être ceux qui réfléchissent pour donner des idées, qu'on puisse créer une banque d'investissement à partir des FPI. Qu'on mette des bons gestionnaires, et je crois qu'on va réussir parce que FPI a flux d'argent, et ceux qui vont venir aussi, ils peuvent mettre l'argent, et on ouvre une banque d'investissement pour les Congolais. Ça, c'est une idée que j'ai donnée à un taux réduit pour les Congolais, pour booster l'économie. Vous savez, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait Sofidé, qui a permis qu'on puisse avoir des gens comme Bemba Saolo Jano, avec 26 000 employés, qui avaient des avions, et nous avions des gens comme Dokolo, nous avions des gens comme Lusaki Vana, Kisombe Kakomwisi, Kinduelo, nous avons eu Ventraska, nous avons eu Alès là-bas, et nous avons eu des Congolais qui ont défendu l'économie du Congo. Aujourd'hui, nous n'en avons plus. L'économie, si vous allez au Congo aujourd'hui, les magasins des Chinois, des Indiens qui ouvrent jusqu'à la cité, les Congolais n'y sont plus. Les Congolais ont d'une petite boutique. Et nous ne devons pas accepter ce genre de choses nous arriver parce que c'est lui qui détient l'économie contrôle le pays. Aujourd'hui, vous avez vu à un moment donné, on commence à arrêter tel Indien, tel Italien. Pourquoi? Parce qu'ils ont le pouvoir financier. Soi-disant, ils finançaient et ils participaient à M23. Mais parce qu'ils ont l'argent. Mais je pense que si l'argent là était chez les mains des Congolais, ça allait aider le FARDC. Okay. Donc, et quand vous avez un marché comme nous, vous avez fourni les marchés pour qu'on vous paye, ça devient un problème. Et ça devient un problème parce que vous êtes Congolais. Mais si c'est un Indien, on le paye vite. Donc, qu'on nous explique ça. C'est peut-être parce que derrière ça aussi, ils ont un pourcentage. Hein. Ben, ça, c'est connu. Hein. Ça, c'est connu. Les gens touchent des pourcentages. Il y a des noms, des prête-noms. Il y a tout ça qui y vont avec. Mais pour cela, j'interpelle que nous ne devons pas baisser les bras pour ça. Nous devons continuer, nous devons combattre, nous devons dire non, nous devons travailler. Nous avons travaillé, nous devons participer. Les gens qui peuvent participer pour changer les choses. Okay. Beaucoup de gens de la diaspora sont allés à Kinshasa avec leurs projets. Seulement que les projets n'ont pas vu le jour parce que c'est arrivé entre les mains d'une personne qui l'a fait asseoir. Et puis après le retour de la personne, il se retrouve que le projet a été appliqué, mais pas par lui, par une autre personne. Ça, c'est un mécontentement du côté de la diaspora. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Ben, ça peut arriver, c'est des choses qui arrivent. Ça arrive partout au monde, c'est pas qu'au Congo. Hein. Le vol d'idées. Maintenant, en contrepartie, il faut faire quoi? Il faut s'organiser, non? C'est pour cela qu'on a mis la chambre de commerce. Quand les gens ne veulent pas s'organiser, pour que ça t'arrive pas, il faut que vous soyez dans une organisation. Et vous devez, quand vous êtes dans une organisation, vous allez protéger vos idées. Quand vous protégez votre idée, quelqu'un d'autre le fait, vous le poursuivez, il va être arrêté et il doit vous dédommager. Quand les gens font des choses en désordre, les gens ne veulent pas être organisés. C'est pour ça que moi j'ai lancé ces idées. Regardez ce que quand je parle de la banque. Moi je vois loin. La diaspora, vous êtes encore jeune, la diaspora congolaise est vieillissante. Aujourd'hui, vous aurez des clochards noirs congolais ici. Hein. C'est sûr. À Paris, partout. Il y aura des clochards noirs. Ça, dans pas longtemps. Je vous dis, dans pas longtemps, parce que ces gens n'ont plus les forces, ceux qui faisaient les COP, ceux qui faisaient c'est le Mayuya, ceux qui étaient dans des travail physique, ont vieilli. Ils ne peuvent plus travailler physiquement déjà. Donc, ce qui amène à dire, à réfléchir, comment vont être leurs vieillesses. Parce que même si on te met en EHPAD, les maisons de vieilles coûtent cher. Tu vas payer comment? Donc, ce qui vient à dire, organisons-nous maintenant. Soyons actionnaires à une banque. Au moins, nous avons des dividendes chaque mois, même si on avait $500. Si la banque augmente, tu as des dividendes chaque mois, tu peux vivre ta vieillesse calmement. Comme ailleurs. Organisons-nous. C'est pour ça que moi, je lance cette idée de la création de la banque de la diaspora. Parce que je vois loin.
Nous devons plutôt profiter, comme Félix Tshisekedi, président de la République, un ancien de la diaspora, pour nous aider. Qu'est-ce que ça a changé, la présence de Félix Tshisekedi aujourd'hui au pays, pour avoir été de la diaspora, arrivé à Kinshasa? Qu'est-ce que ça a apporté à la vie des Congolais aujourd'hui? Mais moi, je pense que nous devons, le droit de critiquer est le droit légitime. Mais moi, j'aime rester constant dans mon idée. Je pense que Félix Tshisekedi a hérité quoi d'abord? D'autres commençaient à poser la question. A hérité l'héritage de Kabila. C'était quoi l'héritage de Kabila? La Banque centrale appartenait à celui qui était là. Vous avez vu, non? Bukanga Lonzo, tous les pillages, les minéraux que Mobutu a laissés, les carrés miniers appartenaient à aucun individu, ça appartenait aux Zaïre. Tous les minéraux étaient bradés, Gécamine bradé, tous les carrés miniers du pays bradés, distribués comme des petits pains entre amis, l'armée inexistante, l'infrastructure dégringolée, toutes les provinces, il n'y a rien. Vous voyez, quand il avait dit là, les gars ont craqué. Le pays était désingré. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien. Mais aujourd'hui, c'est la famille Tshisekedi. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Mais non, quand tu hérites ce genre de choses, parce qu'on doit être réaliste, hein, moi je ne dis pas, je défends pas Tshisekedi, je ne dis pas que Tshisekedi, la famille Tshisekedi ne procède pas des carrés. Moi je parle du Congo. Oui. Moi ce n'est pas les individus, moi je parle du Congo. Comme vous avez posé la question, oui. Moi je parle, au moins, on doit lui donner le crédit de nous avoir débarrassés des Rwandais. Les Rwandais au gouvernement, les Rwandais dirigeants du pays et des Kagame. Parce que personne n'osait parler des Kagame. Est-ce que vous savez que dans ce pays, il y avait des ministres nommés à partir des Kagame? Les listes du gouvernement partaient d'abord à Kigali, Kigali validé, et puis on avait des téléphones, ça passait par Kigali. Vous savez ça? Oui, c'était des appels qui étaient les appels étaient passés par Kigali. Nous étions dirigés par les Rwandais. C'est ça que vous voyez que Kagame est nerveux. C'est la première fois que Kagame commence à parler. En fait, Tshisekedi, quand il est venu, il a joué comme Colombo. Il a joué les cons. Il a joué les cons devant Kabila, devant Kagame. Il a joué les cons jusqu'au bout. Mais il les a contournés. Et moi, déjà, le fait qu'on soit dans le Conseil des Nations, c'est déjà beaucoup. Mais je ne dis pas que tout est beau. Je ne dis pas que tout le monde travaille bien. Je ne dis pas que tout le monde travaille bien. Dans mon livre, vous allez voir, je parlais de certains... Il y a des gens qui ont été cités. Il y a des gens qui ont été cités, qui volent. Je ne suis pas d'accord avec le dossier des 100 jours. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe, certaines choses. Avec les forages. Mais, oui, je ne suis pas d'accord. Mais il y a des choses, des bonnes choses aussi, qu'il faut accepter qu'aujourd'hui, si nous osons encore parler du Congo, parce que Félix Tshisekedi a dit non à Kagame. Et que je veux que ça soit sincère, je veux que, et que le système est en train d'être déboulonné. Quand tu as trouvé un pays dans les trous, il faut d'abord sortir du trou là, être au commune à Mukili, après tu vas continuer à marcher. Nous étions très loin, ce pays-là. La Banque centrale, il y avait des individus qui avaient des cartes de crédit de la Banque centrale. Vous savez ça? Donc, il y a des gens qui se sont arrangés, entre copains, plus de 2000 personnes, qui avaient des cartes de crédit. Quand ils voyageaient, ils prenaient cette carte, ils achetaient tout ce qu'ils voulaient, Banque centrale payée, automatiquement. Là, regarde là où on était, dans quel gouffre on était. Donc tout ça, on vous parle des exemples qu'on a vus, mais c'était pire que ça. Il y a des choses qui ne veulent pas parler. Et moi d'ailleurs, j'invite Félix Tshisekedi et ceux qui le gouvernent de parler de ça, parce que la population doit savoir ce qu'ils ont trouvé vraiment. Parce qu'il y a des choses qu'ils essayent de cacher. Ça, de la Banque centrale, on a su cela parce qu'il y a un journaliste qui avait dénoncé cela et qui avait cité, je vais dire, Israël Mutombo, c'est lui, je pense. Et d'autres choses, c'est vous les journalistes qui peuvent aller fouiner, parler de ces choses. C'est vous qui devez me donner des informations. Non, c'est à vous de nous donner des informations, d'aller fouiner, de savoir, mais le pays était au bord du gouffre. Quand Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, nous devons être conscients. Moi, ce qui me rend heureux, qu'aujourd'hui, au Conseil de sécurité, les jours, je ne sais pas, vous imaginez pas quelle joie j'avais au Conseil de sécurité, on puisse parler et condamner les Rwandais. Vous n'imaginez pas d'où on vient. Parce qu'il y avait des Rwandais qui avaient des passeports qui travaillaient dans toute organisation internationale au nom du Congo, des passeports congolais. Et ces gens, lorsqu'on parlait du Congo, ils étaient là à condamner les Congolais en tant que Congolais. Mais alors, en réalité, c'était des Rwandais. On commence à récupérer quand même, on voit notre ambassadeur
à l'ONU, commence à parler. Nous voyons la dame ministre des Affaires étrangères, Kaikwamba, c'est ça? Oui, elle commence à se battre. Nous voyons que nous avons eu, au fait, retourner au Conseil des Nations, c'était déjà une victoire. Et cela n'empêche que il y a des choses qui ne vont pas du côté économie, du côté ceci, qu'on continue à creuser. Parce que ces gens, des étrangers là qui ont été parrainés par des politiciens, ont des millions, des milliards de dollars. Et pour les déboulonner, ce n'est pas facile. Okay. Et ils sont là, vous avez vu, quand il a essayé de dire non, vous avez vu, ils l'ont mis M23. Vous croyez que ces gens sont bêtes? Ils savaient que si on crée cette rébellion, l'argent que Tshisekedi devrait construire son pays, en tant que Congolais, il va mettre ça à la guerre. Et le pays va rester comme ça. Le pays va rester comme ça, c'est leur bénéfice. C'est là où les Congolais doivent être intelligents. Parce que l'argent qu'ils pouvaient construire est mis à la guerre. Et l'armée, moi, dans mes recherches, l'armée n'a jamais eu autant d'argent depuis le Congo est créé, avec Tshisekedi. Et l'argent entre, bon, c'est vrai, il y a des détournements dans l'armée comme partout, hein, mais il y a des matériels qui sont achetés. L'essentiel, c'est il y a eu la bonne volonté. Mais ceux qui sont en train de faire cette bonne volonté, c'est eux qui font mal aussi. Parce qu'ils sont Congolais. Que ce soit Tshisekedi, que ce soit vous, que ce soit qui, du moment où vous donnez l'argent, vous savez que chacun doit jouer son rôle. Vous donnez l'argent à un chef d'état-major, alors que le chef d'état-major travaille avec le Rwanda. Vous imaginez dans quel état vous êtes? Parce que vous ne pouvez pas être chef d'état-major, ministre des Finances, ministre partout au même moment. Donc, il faut lui donner aussi ses bénéfices du doute, que chacun des Congolais, c'est là où moi j'interpelle, dans le passerelle du pouvoir qu'on lui donne, qu'ils essayent de travailler, qu'ils essayent de travailler là où ils sont. Parce que tu ne peux pas être un ministre, tu te justifies tout le temps. Démissionner alors. Vous voyez? Donc, chacun là où il est, tu es député, tu es sénateur, Bolinga qui va poster. Les gens se battent pour les postes hein, à Kinshasa. Mais quand vous prenez ça, il faut travailler, il faut nous prouver que vous travaillez. Il ne faut pas que la population commence à dire papa Etienne, tu sais que telle chose, alors qu'il y a un gouvernement, il y a des ministres, que chacun fasse son travail. Okay. Monsieur Claude, on s'attend à quoi? Un parti politique en gestation? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Moi, je suis le seul Congolais qui avait dit non à la dénomination. Hein. Je pense qu'il y a des Congolais, on doit apprendre que tout le monde ne peut pas. Si on m'est nommé aujourd'hui, avant j'avais dit non. Au vu de ces éléments, si on m'est nommé aujourd'hui, mais je veux. Surtout avec la sortie du livre. Si on m'est nommé aujourd'hui, j'aimerais avoir des postes où je vais agir. Si c'est juste pour être au poste comme ça, tu t'assois pour des cortèges, non, ça ne m'intéresse pas. Donc, là où je dois agir, là où je dois être capable d'apporter ma petite pierre pour le Congo. Mais si c'est juste des nominations, parce que il y a celui-là qui t'empêche de travailler, il y a celui-là qui te donne des ordres et non, ne travaille pas pour le Congo, je suis désolé, je ne suis pas la bonne personne. Ça, c'est vrai. Alors, votre passage sur Afro-Canada Télévision, on a parlé du livre, on a parlé de la Chambre de commerce. Qu'est-ce que les téléspectateurs qui vous ont suivi doivent retenir? Ils doivent retenir que nous tous, ceux qui sont Congolais, nous devons mener notre pays. Ceux qui sont africains, aider les Congolais à réaliser, à revenir sur leur pays. Ceux qui sont des Occidentaux, de bonne foi, sachez que dans un coin d'Afrique, dans ce monde où nous sommes au XXIe siècle, il y a des gens, en ce moment où nous sommes en train de parler, sont en train d'être exterminés par Hitler d'Afrique, M. Kagame, en complicité avec certains Occidentaux et les entreprises multinationales. Donc, nous devons prendre conscience parce que le monde est devenu un aujourd'hui. Nous devons prendre conscience pour aider les Congos, pour soutenir les Congos dans tout ce qui est organisation, dans chaque fonction que vous avez, essayez d'aider le Congo pour s'en sortir de cette situation. Arrêtons ces massacres, c'est injuste. Merci beaucoup, Monsieur Claude Malouma, et puis on pense vous revoir prochainement. C'est moi qui vous remercie. Vous avez suivi l'émission, partagez le maximum possible et allez sur Amazon, le lien de l'achat du livre est juste sous la description de la vidéo et on se revoit à la prochaine. Merci. Afro-Canada.